Et c'est comme ça que je me suis retrouvé à mettre de la cire barane dans le roulement complètement mort, afin de pouvoir continuer mon chemin sans exploser ce qui restait du moyeu. Bienvenue, bonjour à toutes et à tous. Bon, toutes en réalité je sais plus exactement, mais si, on va continuer sur le tout. Surtout avec une Jaguar, après tout. Quelle belle femme au monde pourrait résister à un tel afflux d'élégance et de distinction. Est venu l'épisode suivant de notre série Histoire en Jaguar. Cette fois-ci, on va parler de moi. Enfin, bon, moi et la Jaguar. Enfin, moi et la Jaguar, donc Seb aussi, parce que il est copropriétaire. Je vais vous raconter cette fameuse fois où j'ai décidé, dans un élan d'optimisme et de détermination, j'ai décidé de rendre visite à ma grand-mère. Oui, ma grand-mère. En République tchèque, hein, bien sûr, parce qu'il faut toujours que ce soit le plus près possible. Mais bon, étant donné que cela faisait quelques dizaines d'années qu'elle rêvait de faire un tour en Jaguar, puisqu'elle a toujours adoré ses voitures, et que du temps communiste, eh bien, acheter une Jaguar, c'était un peu comme acheter une navette spatiale, hein. C'était un peu plus compliqué que d'acheter un terrain de foot, par exemple. Même si la comparaison peut prêter à sourire. Mais elle avait toujours été complètement amoureuse de ses voitures. Et j'ai donc dit à Seb, je lui ai pas trop demandé son avis en fait, hein, je lui ai dit, écoute, je vais prendre la Jaguar pour aller en République tchèque, à Prague, voir ma grand-mère, pour qu'elle puisse faire un tour. Bien. Nous sommes le 13 juillet. Au soir, je prends la voiture, je fais les niveaux, il est 21h et c'est parti. On enquille la A4. Alors, tout allait parfaitement bien. Tout a été parfaitement bien d'ailleurs jusqu'à Prague. Nous sommes restés 4 heures dans Prague à rouler avec le V12. Bon, bien évidemment, j'ai dû refaire le plein, bien sûr, après ça. Et tout était parfait. Mais du coup, si vous avez bien suivi, nous sommes le 15 décembre. Le 15 juillet, pardon. Et le 15 juillet, si vous vous souvenez bien, c'était le jour de la finale de la Coupe du Monde. Où, bien sûr, nous savions tous que la France allait écraser la Croatie. Et donc, il fallait que je rentre chez moi. Bien sûr, dans ma rigueur la plus totale et la plus généreuse et la plus complète, je pensais que la finale était à 20h, sauf que c'était à 17h. Et donc, je partais de Prague à 9h du matin, pensant arriver sur les coups de 19h30, oui, à peu près chez moi, pour voir la finale. Bien évidemment, au bout de 2 heures, un léger échange de messages avec Sébastien m'a appris que la finale était à 17h et que j'allais donc la rater. Mais bon, après tout, que ne ferait-on pas pour sa famille? Tant pis, je regarderai la finale sur mon téléphone. Tout ira bien. Et donc je roulais normalement, hein. Bien sûr il faisait 35 degrés, nous sommes en juillet. Contraste assez saisissant avec aujourd'hui, où il fait à peu près moins 8000. Et c'est là que la vraie histoire commence. Car cela commence avec des bouchons pour cause de travaux qui passent de 4 voies à 1 voie. La voiture qui tourne au ralenti par plus de 30 degrés. Et le ventilateur secondaire qui me dit salut, ciao, je te laisse ici, je pose ma démission
et tu te débrouilles tout seul. D'accord. Les symptômes étaient un ventilateur secondaire qui tournait, mais en faisant un bruit démoniaque et en générant des étincelles juste à côté d'une durite d'essence. Chose assez impressionnante. Je me suis donc retrouvé sur une aire d'autoroute à débrancher le ventilateur. Visiblement, ça devait faire un peu de bruit puisque toute l'aire d'autoroute était en train de m'observer en train de débrancher ce fichu ventilateur. Mais bon, je repars, ce n'est pas une grande histoire. On changera le ventilateur plus tard, c'est pas grave. Après tout, Seb est concerné aussi et ça fait toujours du bien d'apprendre une superbe nouvelle à ce dude. Bon, là où ça commençait tout de même à être un peu flippant, c'est lorsque je me suis retrouvé dans d'autres bouchons, que l'aiguille de température est montée jusqu'à 100 degrés et que donc j'ai mis le chauffage à fond alors qu'il faisait désormais 35 degrés, qu'il était 15 heures et que j'étais dans les bouchons dans une Jaguar en cuir et en bois. J'ai donc roulé dans les bouchons avec la portière ouverte et continué ma route ainsi. J'arrive sans grande difficulté à Longeville après avoir essuyé un orage des plus assommants. Je regarde la finale de la Coupe du Monde. Gueule évidemment bien sûr dans toute l'aire de repos. Donc je crie dans toute l'aire. Je repars de la station de Longeville. Je fais environ 343 mètres. Et là, se produit la réaction que tout le monde attend juste après la victoire de la Coupe du Monde, qui est la voiture qui me donne un énorme à-coup. Je me retrouve sur la voie de gauche alors que je ne suis encore qu'à 80 km/h. Le volant qui bouge dans tous les sens. Et un énorme bruit métallique qui me suggère un croisement entre une fusée Ariane au décollage et Jeremy Clarkson tentant de réparer une BMW. Ce fut assez saisissant, un peu flippant, mais je parviens tout de même à m'arrêter dans un recoin sur la bande d'arrêt d'urgence, à côté d'une pile de pont. Et je constate, après avoir démonté la roue, que le roulement avant gauche est complètement mort. Bon, dans ce genre de situation, nous sommes encore à 400 km de Paris. Que faisons-nous? Pour l'assistance? Mais non, bien sûr. Vous êtes chez Hybrid Théorie tout de même. Non, non, nous allons plutôt démonter la roue, démonter l'étrier de frein, démonter le disque de frein. Chose qui est extrêmement simple là-dessus puisque le roulement vient se mettre par-dessus, hein, donc ça prend environ 3 heures. Pour finir de démonter le roulement, d'enlever les bouts de billes qui restent et qui étaient complètement fusillés par la chaleur qui devait régner là-dedans. Et me retrouver comme deux ronds de flanc, sous la pluie bien sûr, hein, puisque le 15 juillet c'est normal d'avoir de la pluie, avec la Jaguar en panne sous une pile de pont sur l'autoroute, la roue démontée, tout le train avant gauche démonté, et un roulement complètement mort. J'appelle donc naturellement Sébastien, hein, puisque c'est bien évidemment la première personne qu'on appelle, étant donné qu'il était à 400 km de là, qu'il pouvait totalement m'aider. Et nous avons décidé, enfin nous avons décidé d'essayer de continuer notre chemin comme ça, avec un roulement complètement mort. J'ai donc observé ce que je pouvais obtenir dans le véhicule. Il y avait bien sûr de l'huile, hein, de la 2050 bien évidemment. J'ai donc bourré le roulement de 2050 qui est tout de suite allé se mettre sur la route, hein, bien sûr, juste en dessous. Puis j'ai fouillé dans le coffre et je voulais quelque chose qui ressemble de près ou de loin, ou de très loin, ou en diagonale ou en perspective à de la graisse. Et c'est comme ça que je me suis retrouvé à mettre de la cire Baran dans le roulement complètement mort, afin de pouvoir continuer mon chemin sans exploser ce qui restait du moyeu. Idée brillante s'il en est. Mais bon, je l'ai tout de même fait. Le roulement était donc rempli de cire Baran pour chaussures, et de cire noire, hein, bien sûr, je tiens à le préciser, c'est très important. Et j'ai continué mon chemin comme ça pendant environ 100 km, jusqu'à m'arrêter à la station-service, puisque bien sûr il fallait à nouveau remettre de l'essence,
m'apercevoir qu'il n'y avait plus du tout de frein, car le disque de frein n'étant plus réellement fixé au reste de la voiture est venu percuter à de maintes fois l'étrier de frein, qui a fini par lui aussi rendre l'âme et mettre du liquide de frein absolument partout, sauf dans les pistons de frein. J'avais donc plus de frein, plus de roulement, plus de disque, plus d'étrier. Et la question de la rentabilité de la chose a commencé à se poser à mes yeux. Il était 3 h du matin. Je me suis arrêté à l'aire d'autoroute. Étant donné que tous les dépanneurs devaient être bourrés, étant donné qu'on venait de gagner la Coupe du Monde, j'ai dormi dans le véhicule. Et c'est à ces moments-là qu'on apprécie le cuir Connolly des Jaguars. Et a appelé la dépanneuse le lendemain matin, m'attendant à payer bien sûr une fortune afin de rapatrier le véhicule à côté de chez moi, étant donné que nous étions encore à plus de 300 km de Paris. S'ensuit une histoire tout à fait fascinante où le dépanneur arrive, nous appelons ensemble l'assistance, qui nous annonce sans pression aucune que le rapatriement jusqu'à la concession Jaguar la plus proche est pris en charge jusqu'à un plafond de 1 000 €. Le dépanneur a donc immédiatement appelé son collègue afin de rapatrier immédiatement la Jaguar sur Paris, puisque gagner 1 000 € pour une opération qui en coûte 600, ça ne se refuse pas. Je suis donc rentré le lendemain du jour où je pensais rentrer, mais sans avoir déboursé un centime et même économisé de l'argent, puisque je n'ai plus eu à faire l'ultime plein qu'il aurait fallu faire afin de rentrer chez moi. Et donc, remercier du fond du cœur le choix d'assurance de Sébastien qui m'a permis de gagner 60 € sur le retour de Prague, qui seront immédiatement réinjectés dans un kit de frein, des étriers, un roulement, le retrait de la cire Baran et l'achat d'un nouveau pot de cire Baran et de graisse, bien sûr. C'est donc la première panne réelle qui nous est arrivée avec ce véhicule. Bien sûr, vous vous en doutez, il y en a eu une autre depuis. Mais bon, cela sera sujet à un autre épisode d'Histoire en Jaguar que, j'en suis certain, vous allez regarder et écouter avec une absolue sérénité quant à la capacité de ces deux gogoles à se retrouver dans des situations complètement ubuesques. C'était tout pour ce soir.